Dans cette vidéo, je vais vous parler de la symbologie de l'équerre et du compas. Donc le but de cette vidéo, c'est de faire une étude qui consiste à comprendre et à expliquer ce caractère à la fois énigmatique, mystique, ésotérique, et d'en déchiffrer les secrets qu'il renferme. Pour ce faire, dans mon étude, je vais étudier dans toute sa largeur, de manière holistique, les éléments du symbole, afin d'en étudier et d'examiner les messages pour en saisir, prendre connaissance par les sens. Donc le fond philosophique du symbole. On va voir ça dans les diapositives suivantes. Donc on va aussi voir que la lecture symbolique est un vecteur d'information et de communication profitable pour tous, puisque sa lecture n'impose rien. Il est libre au lecteur d'en faire son interprétation. Son interprétation la plus profitable par rapport à son état intérieur. Une citation que j'ai lue dans un vieux bouquin, trouvée dans une brocante du début du XXe siècle, nous dit qu'une personne ayant un cœur pur pénètre le ciel et l'enfer, et que chacun juge des choses du dehors selon ce qu'il est au dedans de lui-même. Donc on va voir la variété et la nuance du symbole. Donc le symbole, donc on n'a jamais vu ce symbole-ci, ça parle à très peu de personnes. Donc on verra ça dans les diapos suivantes. Et le symbole très connu de la franc-maçonnerie. Donc ce symbole-ci, on le retrouve dans le livre La clé des grands mystères, rédigé par Ephilas Lévi. Dans le livre, ce symbole est rattaché à la page 346 de l'édition de 1861. Le lien est dans la description pour consulter le livre. Aucun symbole détaillé sur la symbolique de ce symbole est présent dans le livre. La seule information dont nous disposons serait qu'il s'agit d'un caractère sacré, divin, permettant de repousser une forme de la nature considérée comme diabolique. Donc Ephilas Lévi, c'est un auteur. Donc je vous laisse lire les informations si ça vous intéresse. Et là on a la page titre de son livre, La clé, les grands mystères. Donc c'est l'édition de 1861. Il y a une citation fortement intéressante ici même qui dit que la religion dit « Croyez et vous comprendrez ». La science vient vous dire « Comprenez et vous croirez ». Donc c'est assez philosophique, c'est à méditer. Qui c'est exalta humiliabitur? Qu'est-ce que ça veut dire? On peut trouver pour origine cette phrase dans la traduction latine de la Bible, la Vulgate, dans la lettre ou l'évangile de Saint Luc, adressée à Théophile. On peut la lire dans le chapitre 14 et au verset 11. Donc, on lit. Donc je sais pas lire latin, mais peut-être que ma prononciation est bonne, je ne sais pas. Qui a omnis, qui s'est exalta humiliabitur, et qui s'est humilia, et exalta tabitur. Car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. C'est aussi philosophique, hein. On peut traduire ça en français par qui s'élève sera abaissé. Donc il y a une finalité dans le message, qui s'élève sera abaissé. Ainsi on comprend bien que des interprétations possibles peuvent être observées. Dans l'une, le premier message sera mis en avant, et dans l'autre, le second. Dans la symbologie, c'est la même chose. On retourne le symbole afin d'inverser le sens premier de celui-ci. Donc on voit aussi que ce symbole-là, je sais pas vous, mais moi, cette partie-là, moi ça m'inspire un livre où il y a écrit la justice. Donc moi ça m'a fait penser à la déesse romaine Justitia, parce que avant on disait juste Justitia, c'était pas juste, c'était un i juste, mais avec le temps c'est devenu Justitia, ce qui nous a donné aujourd'hui, comme vous vous doutez, justice. Donc on verra que ce symbole même, en fait c'est la même chose, hein, entre celui-ci présent dans le livre sur l'ésotérisme et le symbole de la franc-maçonnerie. Donc c'est le même symbole, mais on verra qu'il y a quelques exceptions. Donc pour mettre en avant la perspective, ici même j'ai mis une petite image, donc c'est sûr il y a un petit fond humoristique, hein, c'est pour vous captiver aussi, parce que franchement c'est chiant, hein, de faire des études comme ça. Là faut voir que l'équerre sera mis sur le premier plan par rapport au compas qui sera mis sur le second plan. On verra qu'il y a une symbolique par rapport à ça. Donc l'équerre, comme on l'a vu, il est sur le premier plan, c'est un outil de conception et de contrôle d'angle qui permet l'assemblage structuré et organisé d'un édifice qui forme un ensemble équilibré, assurant une stabilité matérielle. Donc le mot matériel, je l'ai mis en surbrillance parce que on verra qu'il y a une signification beaucoup plus profonde. Donc la signification elle est simple, on verra que la partie matérielle du compas va nous permettre à la fois de l'utiliser dans la matière, mais aussi également le plus simplement possible. Ça va aussi se référer à la partie matérielle de notre
de notre corps, oui. Donc finalement, l'équerre va symboliser à la fois la partie matérielle du monde, ce qui peut s'apparenter aux architectures par exemple, ou bien à notre corps. Donc la partie sensitive. Ok, donc on va maintenant faire un développement sur le compas. Donc sur le second plan, donc les joints à l'équerre par cette ligne ici même. Donc ça aussi on le développera un petit peu plus tard. Donc le compas ça sert à prendre des mesures, à mesurer des angles, mesurer et régler avec l'écartement des jambes, du pas et de l'ouverture. Le compas, donc j'ai mis ces deux images pour bien illustrer le fait que il y a deux branches sur le compas, l'une active, donc mouvante, qu'on peut ouvrir, fermer. C'est aussi ce qu'on peut voir là. Ici on peut supposer que cette partie-là ne nous est pas visible, et que le compas serait fermé à la moitié pour ensuite être ouvert jusqu'ici. Donc ce raisonnement reste une hypothèse. Donc ici on voit bien qu'il y a un pied qui est ancré dans le sol et puis l'autre qui peut facilement se mouvoir. Le compas, donc de manière plus approfondie, il se réfère, enfin l'utilisation du compas se réfère à une exactitude. C'est un outil de grande précision qui permet de tracer de la main afin de réaliser, de faire exister, de concilier à l'équerre l'outil qui devient une aide pour la conception exacte et représentative de l'idée, de la perception de l'esprit. Donc l'esprit, je l'ai mis en surbrillance pour bien mettre en avant que le compas, c'est la partie créatrice, c'est la pensée, c'est la main, si vous voulez, qui va faire les ronds, tout simplement. On peut supposer, on peut voir cette image-là comme une hypothèse le plus simplement possible. Donc le compas se réfère à l'idée de la perception de l'esprit, de l'architecture, pour l'élévation solide et durable de l'édifice. Donc l'équerre, sur le second plan, l'équerre n'est pas rattaché par une jointure quelconque, ce qui amène à considérer comme probable qu'il peut y avoir, comme il ne peut y avoir, un appui du compas. Ainsi, l'outil utilisé ne peut assurer d'empêcher l'architecture de tomber. Parallèlement, le compas joint à l'équerre assure son maintien stable et durable à l'édifice. Donc on voit qu'il y a le G dans la partie centrale du symbole. Donc on verra ça plus tard dans la diapositive suivante. Donc la problématique qui est qu'est-ce que peut bien symboliser le symbole, ce fameux G. Donc avant de développer ça, donc on va faire un petit résumé, en gros un petit résumé imagé où on va voir que la symbologie du compas qui nous permet de faire les cercles, ben ça se réfère à la pensée, que la partie matérielle elle va être représentée par le carré, puis l'homme, bah il est là quoi, il a une certaine triangulation entre tout ça, ou on peut même dire une trinité, voire une tri-unité, comme vous voulez, mais ça se réfère à la même chose, suivant le terme dont vous êtes le plus à l'aise. Donc petit parallèle avec les cathédrales, on va voir qu'il y a de magnifiques rosaces qui sont d'ailleurs faites dans un cercle qui est lui-même dans un carré. C'est symbolique, hein. J'ai vu que d'après Wikipédia, de manière la plus simplement possible, le G ça symbolise Dieu, la géométrie, mais aussi le grand architecte de l'univers, j'imagine. C'est de belles représentations illustrées, architecte de l'univers. Donc ici un petit aparté sur, il me semble que c'est l'œil de la Providence. L'œil qui ne peut qu'être représentatif de
de la vision du grand architecte de l'univers pour percevoir, enfin pour voir les, enfin pour oui voir hein, et pour la conception, pour l'esprit créateur. Bon, c'est très symbolique et c'est un petit parallèle hein, comme ça. Alors l'équerre. Donc l'équerre, c'est un instrument servant à tracer des angles droits. C'est une pièce en forme d'angle droit destinée à maintenir les assemblages. Hein. Donc bon, on est dans la partie chiante. On verra qu'il y a une nécessité à passer par cette étape-là. Donc c'est une pièce qui peut être soit en T, soit en L, qu'on peut utiliser dans la charpente et dans la menuiserie, donc, comme on peut le voir sur la photo. Donc l'étymologie du mot équerre, l'histoire du mot, bah, ça veut dire carré, hein. À esquire. Donc on verra qu'il y a un verbe en français qui s'est fait oublier, le verbe esquire, qui signifie tout simplement, enfin non, c'est plutôt le verbe esquire qui a donné équarrir, pardon. Donc qui signifie simplement rendre carré. Voilà, donc ça c'est une équerre rapporteur d'angle, hein, comme un rapporteur quoi. D'un point de vue de philosophique, ok, je fais une petite erreur là. D'un point de vue philosophique, l'équerre permet de concevoir une perpendiculaire, un tracé, ainsi que de le vérifier. Ainsi, on a un outil de contrôle qui permet de vérifier les angles droits, de vérifier que l'édifice est bien sûr des bases stables. Donc, petit parallèle aussi, il y a un mot en latin, le mot norma. Donc, ça englobe à la fois l'outil matériel permettant le tracé, donc comme une règle, de contrôler les angles, donc l'équerre. Et ce mot rajoute en plus une valeur morale dans le sens de règles. Donc les règles, c'est la réglementation, ce sont les lois, tout ça quoi. En tant que principe aussi. Donc on a encore en profondeur l'étymologie du mot, donc c'est du grec gnoma, lui-même du grec gnorimos, qui signifie connu. Bon, c'est à méditer, hein, tout ça. Donc le sens profond lui-même devenu archaïque, donc ça veut dire qu'il est plus l'usage de penser à la profondeur de ce genre de choses. L'équerre incarne la représentation matérielle et visible de la lumière. L'utilisation de l'équerre traduit une pensée, un sentiment, une volonté de remise en question sur son état intérieur. Oula, ça fallait que ça sorte. Tout en examinant avec une grande attention notre existence dans la matière. De cette manière, l'équerre garantit une construction solide de l'édifice, de notre corps, qui tend à monter et à progresser pour s'établir sur de bonnes bases. Le cheminement évolutif par étapes successives du corps permet de s'établir durablement dans le temps. On va maintenant faire une étude sur le compas. Donc le compas, comme tout le monde le sait, c'est un instrument à prendre, à reporter des mesures, à tracer des cercles composés de 10 branches, dont l'une se termine par une pointe en métal et l'autre peut porter un crayon. Voilà. Donc ça veut dire grosso modo prendre des mesures et puis régler quoi, c'est une règle quoi, plus ou moins, des verbales de compasser, mesurer, voilà. Donc, au sens figuré et vieilli, ça signifie régler avec une exactitude minutieuse, cérémonieuse. Compasser sa démonstration. Ici un petit parallèle avec des compas qui permettent à la triangulation. C'est un procédé dans la topographie, donc c'est se repérer sur une carte qui va permettre de faire une triangulation. Donc, je trouvais intéressant lorsque j'ai fait ce travail de recherche pour émettre des hypothèses sur qu'est-ce que peut bien représenter comment je pourrais appeler ça. En fait, c'est une jointure qui est médiane, qui va rattacher, en fait,
ces deux éléments, un peu comme un yin et un peu comme un yang, en fait. C'est une dualité, en fait. Ouais. Ensuite, il me semble que j'avais pris des notes pour encore plus développer ça, mais on pourra voir ça dans la partie de la conclusion. Donc on a vu que le compas c'est un outil complémentaire de l'équerre. Donc le compas apporte de l'exactitude, de la rigueur avec la plus grande netteté, ainsi que de la minutie dans les petites choses, de l'attention dans les moindres détails, les plus insignifiants, de façon à appliquer attentivement l'exactitude dans les moindres détails. Donc l'instrument est composé de deux bandes jointes à l'une de leurs extrémités par une charnière qui permet d'ouvrir plus ou moins l'angle qu'elle forme. Il sert à mesurer des longueurs et à décrire tracer de la main des circonférences. Oui, bon allez on passe, c'est chiant. Donc l'outil permet de former et par extension de se représenter un objet par la pensée, par l'activité psychique dans son ensemble. C'est ce qui concerne l'esprit, la pensée. On a vraiment cette pensée philosophique. Le compas, ça englobe l'outil qui va nous permettre de régler, de mesurer, qui est très représentatif de la pensée même, d'avoir la main sur l'objet pour pouvoir en faire émerger, sortir de l'eau comme un souffle qui vient de l'esprit. C'est dans la bulle de l'esprit qui va mettre tous ces éléments que je viens de citer. C'est ce qui fait partie, c'est l'esprit. Donc on a aussi vu que le compas a pour caractère l'action de maintenir uni, de rendre égal, d'ôter les inégalités que l'équerre nous permet de contrôler à l'édifice, les défauts dans la matière, donc des imprécisions pour les corriger. On va maintenant voir que il y a un lien entre l'esprit et la matière, cette dualité entre le compas, l'équerre, qui est très complémentaire. Donc la matière sert par opposition à l'esprit comme un jeu d'ombre et de lumière. Ce sont deux vues de la pensée bien différentes que l'on peut comparer comme le jour et la nuit, comme le soleil et la nuit. Très complémentaire cependant, la matière ne peut s'épanouir dans l'esprit. Le but à atteindre est de moralement s'élever au-dessus de la matière, voire d'être dégagé de la matière. Mais là, on rentre dans l'extase, qui a pour finalité de par ce ralentissement d'esprit qui, par une contemplation intense, transporte un être hors de la vie des sens. Donc le fait est que nous venions au monde de la matière sans la connaissance de la faculté de connaître notre esprit qui jusqu'à présent reste inexploré et inconnu pour la plupart des hommes et des femmes. L'esprit qui se trouve bien à l'intérieur, fallait que ça sorte, de nous en tant qu'être indissociablement isolé du corps et de l'âme. L'enveloppe des émotions qui réunit rattache le corps matériel à l'esprit qu'on ne connaît plus comme pensée. Donc le choix de vivre une vie réglée par l'ascendance des sens. La matière implique et engage puis entraîne comme conséquence logique l'orgueil, les préjugés, les passions, l'ignorance, la peur ou les peurs c'est mieux, la haine, l'attachement. Donc l'attachement excessif, pour en savoir plus, il y a les définitions, n'hésitez pas, vous faites pause, tout ça, tout ça. Donc, comme conclusion, on peut développer que l'homme a en lui-même un caractère divin, inexploré, qui a été déchu de rester dans une lumière. Donc ça se réfère à Adam et Ève, tout ça tu connais quoi. Donc, on a vu que grosso modo que il y a une justice dans tout ça, que ce principe par lequel on reconnaît ce qui est juste et conforme à la réalité de son objet, sans excès ni défaut, sans erreur. Être juste, c'est une exigence morale qui fait que l'on rend à chacun ce qui lui appartient.
Donc ça se réfère à l'équité finalement. Ouais. Hop, la petite note à la poubelle. Ok. Ça c'est pareil. Qu'est-ce que je peux rajouter pour cette conclusion? Donc il y a un point que j'aimerais tout particulièrement aborder. C'est par rapport à cette jointure. Donc on va... Ah oui, ok. Allez, ça passe. Il y a ces jointures, donc j'aimerais vraiment que je veux développer. Celle-ci là. J'ai sur mon téléphone mes notes prises. Je vais vous les lire afin d'en faire l'interprétation. Donc l'explication pour la ligne médiane du symbole de l'équerre et du compas. Le symbole est doté de cette nature qui présente une dualité, renfermant un message et où il figure un entre-deux. Il crée une voie médiane ou troisième voie, c'est-à-dire une voie qui est située au milieu d'un corps. C'est un objet unifiant le tout. La dualité symbolique parle à tout le monde, même aux personnes non initiées à l'ésotérisme, même à ceux qui n'acceptent pas de se ramener à l'existence d'un principe spirituel. La symbolique nous ramène toujours de toute réalité à la matière et à ses modifications, puisque le symbole fait partie de la matière. Donc il y a une citation que je voudrais tout particulièrement vous partager. C'est une citation amérindienne. Un soir, un vieil indien, Cherokee, raconte à son petit-fils l'histoire de la bataille intérieure qui existe chez les gens, et lui dit: « Mon fils, il y a une bataille entre deux loups à l'intérieur de nous tous. L'un est le mal, c'est la colère, l'envie, la jalousie, la tristesse, le regret, l'avidité, l'arrogance, la honte, le rejet, l'infériorité, le mensonge, la fierté, la supériorité et l'ego. L'autre, c'est le bien, c'est la joie, la paix, l'amour, l'espoir, la sérénité, l'humilité, la gentillesse, la bienveillance, l'empathie, la générosité, la vérité, la compassion et la foi. » Le petit-fils songea à cette histoire. Pendant un instant, il se demanda à son grand-père: « Lequel des deux loups gagne ?» Donc le vieux Cherokee répondit simplement: « Celui que tu nourris. » Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Si vous avez des requêtes, je les lirai avec joie. Merci beaucoup.